La Manufacture RH vous présente 13e mois. Oui, la tech peut venir enlever quelques fonctions à l'être humain. Moi, j'ajouterais souvent, ce sont des fonctions avec beaucoup moins de valeur ajoutée. Exactement. Et l'intérêt, c'est de redonner de la valeur ajoutée à l'humain. Là, on est l'humain au cœur de l'entreprise, on n'arrête pas de le dire. Et qui est le directeur de l'humain dans l'entreprise ? C'est le DRH. Donc, je pense que c'est son moment, c'est son heure de gloire. Et donc, j'ai envie de dire, le DRH, il est en mesure de pouvoir enfin commencer sa vraie mission de vie. Quand vous disiez que les DRH étaient vus comme des personnes qui licenciaient des gens, moi je l'ai vécu. Ma fille, d'ailleurs, c'est sa voix, un jour m'a dit « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ». Ça m'a un peu secoué. Moi, je trouve que la tech est magnifique pour l'humain. Quand la tech vient nous dire comment on peut s'améliorer, comment on peut évoluer, mais en quoi est-ce qu'elle est dangereuse ? Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Alexia. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Merci. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Le but de cet épisode n'est évidemment pas de philosopher, mais je trouvais que cette citation d'Albert Einstein était vraiment d'actualité. Et en parlant du grand Albert, je me demande d'ailleurs souvent ce qu'il penserait du rapport entre technologie et humain. S'il était là aujourd'hui, ça serait à mon avis très intéressant. Alors dans l'imaginaire collectif, il est de coutume d'opposer technologie et humain. La tech serait l'ennemi de l'homme, comme si elle était amenée à le faire disparaître et à lui prendre sa place dans le monde du travail. Mais il y a en ce bas monde des irrésistibles Gaulois et Gauloises qui se battent pour montrer que tech et humain ne sont pas opposés, mais complémentaires. Et vous faites partie de ces personnes, Alexia, vous qui êtes notamment en charge d'animer l'émission Tech RH sur BFM Business, émission diffusée tous les samedis à 18h et tous les dimanches à 9h30. Alors dans cet épisode, on va parler de cette complémentarité entre technologie et RH, de votre regard sur les évolutions tech dans les RH et des grandes tendances actuelles et à venir. Mais avant ça, qui êtes-vous, Alexia Borg ? Merci pour cette très très belle introduction. Qui je suis ? Je me pose tous les jours cette question parce que c'est en constante évolution et je pense que je ne suis pas la même d'il y a 6 mois, 1 an, 3 ans. Mais on peut résumer quand même en quelques mots. Je suis à la fois présentatrice télé, chef d'entreprise, coach de vie, ancienne talent acquisition manager, ancienne responsable marketing. Et je suis peut-être surtout quelqu'un qui a envie de transmettre des connaissances, des savoirs et faire grandir l'humain. Waouh, donc là, vous avez quand même des différentes facettes. Oui. Vous nous parlez d'animatrice télé et ancienne talent acquisition manager. Quel beau parcours. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter une émission qui parle de technologie et de ressources humaines ? Alors, par quoi commencer ? Parce qu'en fait, c'est tout un parcours que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai ouvert ma première société, j'avais 19 ans. C'était un organisme de formation. Ensuite, je suis partie à New York et puis j'ai été responsable marketing pour Orange Business Services. Je suis revenue... alors, j'ai eu une période incroyable dans ma vie où j'ai été au chômage, il faut le dire. Ça, je le dis très rarement. Je pense que je ne l'ai jamais dit, d'ailleurs. J'ai été environ 9 mois, 1 an au chômage. Mais quelle expérience! Mais heureusement que j'ai eu cette expérience dans ma vie parce que comme ça, je peux avoir toute l'expérience RH. C'est vrai. Du demandeur d'emploi jusqu'au recruteur qui va recruter 400 personnes par an. Donc, oui, donc je suis très heureuse. Je suis en gratitude vers la vie parce que j'ai connu cette partie-là, ce parcours collaborateur qui n'en est pas un, qui souhaite le devenir. Donc, ce parcours du demandeur d'emploi. Donc, ça, je l'ai vécu aussi. Et puis, j'ai été effectivement donc talent acquisition manager. Et puis après, j'ai ouvert ma deuxième boîte. J'avais 27 ans en 2017.
Parce que j'avais une soif, une envie de produire et de donner plein de conseils au RH que je sentais à l'époque un peu paumé sur la partie tech, que ce soit dans le digital learning, que ce soit dans la partie recrutement. Je voyais le gap, et on parle de fracture numérique, mais chez les RH, je la voyais énorme, cette fracture. C'est même plus une fracture, c'était un volcan, c'était énorme. Enfin, je veux dire, et je me disais, justement, toute cette expérience que j'ai pu acquérir et que j'ai mis à profit des entreprises aujourd'hui en tant que salarié, j'ai envie de la mettre au service de plusieurs entreprises. Et donc, est né Atoms Advisor, qui est donc ma boîte de conseil en transformation digitale des ressources humaines. Donc, j'ai eu des clients comme Vinci, Microsoft, Colas. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais répondre à votre question, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a trop d'écart entre le moment où j'arrive à l'entretien avec le RH et je lui propose tout un tas de solutions techniques, technologiques, et il me regarde comme si je lui parlais chinois. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être un gap, il y a un moment donné où il va falloir que je l'éduque un tout petit peu sur le b.a.-ba de la tech pour qu'on puisse un petit peu parler au même niveau, sans qu'il y ait le DSI à côté de lui et dans la réunion. Donc je me suis dit, je vais créer DLM News, Digital Learning Management News, où je vais vulgariser le plus possible la tech pour les responsables formation, pour les DRH, pour les dirigeants qui ne connaissent rien à la tech et qui ont envie de franchir le pas. Et pour qui ça peut être très gênant de passer une demi-heure à faire une mini-formation pendant l'entretien, alors qu'on est censé parler de ses besoins et arriver très vite à une solution. Alors, j'ai créé ce petit média, et puis de fil en aiguille, d'année en année, j'ai commencé un petit peu comme vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire à interviewer des DRH, interviewer des startups, interviewer des personnes de la tech, pour vulgariser un maximum. Et puis j'ai tapé à la porte de BFM Business un jour pour dire est-ce que mon contenu vous intéresse ? Parce que moi, je pense qu'il peut intéresser votre audience. Et on a fait des business models au niveau du web. Et puis, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir tapé à la bonne porte au bon moment. J'ai pas tapé qu'une seule fois à la porte, j'ai tapé plusieurs fois à la porte de BFM. Mais il y a eu un moment donné où ça a marché. Et on m'a proposé de faire une émission télé cette fois-ci, d'où Tech RH. Donc, ils ont compris que j'avais un parcours à la fois RH et un parcours dans la tech. Et donc, ils ont créé Tech RH avec moi. On l'a créé ensemble. Génial, quelle belle histoire et quelle belle leçon de se dire j'avais envie, j'ai tapé à la porte, j'ai essayé de vulgariser, d'éduquer un peu les DRH, acteurs RH que j'avais en face de moi. La question que j'ai envie de vous poser là, c'est quand vous êtes votre point d'entrée sur la tech et les RH dans votre business, votre premier ou votre deuxième business, c'était pour apporter des solutions en RH au global, sur le recrutement, sur la formation. Vous aviez des cibles particulières ? Alors, c'est une excellente question. En fait, ce qui est marrant, c'est quand j'ai fini mes études, j'ai pas du tout fait d'études de journalisme. J'étais dans une école de commerce, très classique. Je me destinais à avoir une carrière dans le marketing ou la com. Ok. Mais en même temps de mes études, j'avais fait ma première boîte, on le rappelle, sur la formation et la formation des adultes, formation professionnelle. Donc j'avais quand même cet amour vers l'humain et la transmission des connaissances. Mais bon, j'ai fait mes études. Et ce stage que j'ai fait, qui a donné un VIE à New York avec Orange Business Services, c'était pas dans n'importe quel service, c'était la visioconférence. Okay. Et donc, dans la visioconférence, en tant que marketeuse, on devait penser usage. Et moi, forcément, venant de la formation, et on parle du B2B, donc c'est collaborateurs, nouvelle façon de travailler, à distance, former à distance. Et ce que j'avais constaté chez Orange, c'était qu'il suffisait pas de mettre un écran et une caméra, sympa, et de dire, regardez, venez tous faire des conférences. Il y avait cette notion de change management qui n'était pas développée. Et que moi, j'avais un petit peu cerné comme étant un petit peu le chaînon manquant et le facteur clé de succès d'une vraie transformation digitale RH au sens large, c'est-à-dire d'entreprise. Et c'est ce chaînon manquant qui m'a donné envie de continuer à être dans les deux mondes, c'est-à-dire à être à la fois dans l'humain et de comprendre qu'il a besoin de temps pour changer, et à la fois de comprendre la technologie qui ne suivait pas forcément l'humain. Donc il y avait tout à faire dans ce créneau-là. Et juste après New York, donc je rentre de New York en France. Je donne mon CV de partout en anglais. Il faut pas faire ça en France. Oui. J'étais pas au courant. Je
Je pensais qu'en France, on était tous bilingues, mais ça, c'était dans ma tête. Parce que, voilà. Mais non, il y a un c'est pas petit du tout gap le cas. quand même. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais du mal à trouver. Mais pendant ce temps, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aussi professionnalisée davantage. J'ai fait une petite formation HEC pour être pro et être expert du change management. Et puis, un jour, un chasseur de tête m'appelle pour me dire, est-ce que ça te dit de faire du marketing dans les RH avec ta petite casquette marketeuse change? Je dis, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce job? Il dit, c'est un job qui vient des États-Unis, qui s'appelle Talent Acquisition Manager. Tu serais le bras droit du DRH et tu t'occuperais un petit objectif, juste 400 personnes par an à recruter. Rien que ça. D'accord. Challenge accepted. J'accepte le challenge. J'ai une équipe quand même, il faut le savoir, de 9 chargés de recrutement et 4 sourceuses. Donc j'arrive avec une petite équipe. On me donne aussi un petit budget, quand même, il faut le dire. On me donne un petit budget, mais on me dit carte blanche. Vas-y, comment tu fais? Autant vous dire que pour une personne un petit peu hyperactive intellectuellement comme moi, c'était génial. Parce vous avez tout fait là, vous avez tout tenté. Voilà. Et là, je me suis dit, alors c'est le moment de mettre en pratique tout ce que j'imagine être le meilleur pour une boîte. Parce que là, on me donne carte blanche sur tout. Je faisais partie du board, donc tous les mercredis, on me validait mes stratégies. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai remarqué que cette boîte, je ne vais pas la citer, mais comme beaucoup d'entreprises encore, étaient au web 1.0. C'est-à-dire qu'ils étaient encore à télécharger les CV, à écrire sur des papiers, à les ranger dans des dossiers physiques. On parle de papier, hein. Pour une holding qui avait 15 cabinets de conseil de SS2I à l'époque. Et ces 4 sourceuses étaient là en train de faire un petit travail de fourmi. Donc, première chose à faire, si je dois industrialiser et rendre 400 recrutements possibles pour ces 15 boîtes par an, il va falloir que j'industrialise vraiment et donc je digitalise. Et donc j'ai créé, sans le savoir en fait à l'époque, j'ai créé un un ATS, un Applicant Tracking System, donc un job board avec un système, comme vous le connaissez bien, donc de RH, où je dispatchais les candidatures au bon endroit. Alors, ça a été génial parce que j'ai pu m'assurer que c'est encore aujourd'hui ils ont encore le système, hein, donc je suis très contente de ça. Mais ça a été assez marrant de voir à quel point les RH elles-mêmes, c'est-à-dire mon équipe, avaient du mal avec l'idée de digitaliser leurs propres fonctions. Cette fameuse résistance au changement. Alors que je leur proposais quelque chose qui allait les aider à améliorer leurs conditions de travail, à aller plus vite, à atteindre plus vite leur objectif. Mais c'était compliqué et c'est presque, il fallait faire du cas par cas, quoi. Je me suis dit, waouh, le change, c'est quand même quelque chose de compliqué. Évidemment, je ne vais peut-être pas me féliciter sur ça, mais ça fait partie des dommages collatéraux de toute transformation digitale RH. Parmi ces personnes, une fois que le logiciel a été créé, il y a eu des pertes. Oui. Voilà. Et donc, ça m'a aussi appris à me dire, effectivement, c'est là où on voit la technologie, est-ce que ça remplace l'humain ou pas, ou est-ce que ça vient améliorer ses capacités, est-ce que c'est un outil pour améliorer ses performances, ou est-ce que ça vient créer des gens au chomage. J'ai envie de dire, c'est un peu de tout à la fois. Le seul problème, c'est quand on n'anticipe pas assez et qu'on se laisse un petit peu envahir par le quotidien et qu'on se dit, tiens, on n'a plus besoin d'un tel. Là, oui, là, ça commence à poser problème. Mais si on anticipe et qu'on prépare la personne en disant, voilà, on est en train de mettre ça en place. Regarde qu'est-ce que les opportunités que ça peut t'apporter. Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Et on accompagne cette personne au changement de vie complètement. Bien sûr. Et je pense que si on est plusieurs à penser comme ça dans le top management, on peut faire de très belles choses. Mais donc... je me suis étalée. Non, mais c'est très bien. Parce je suis passionnée sur le sujet. Non, mais comme ça, vous avez repris moi, ce que je disais en introduction sur cette peur entre la tech et l'humain. Oui. Et si je devais résumer, ce que vous nous dites, c'est pas opposé. Après, oui, la tech peut venir enlever quelques fonctions à l'être humain. Moi, j'ajouterais souvent, ce sont des fonctions avec beaucoup moins de valeur ajoutée. Exactement. Et l'intérêt, c'est de redonner de la valeur ajoutée à l'humain et de faire qu'il va peut-être faire autre chose. Encore faut-il qu'il ait envie de le faire et accompagner ce changement en élevant les choses vers le haut. Merci, c'est ça ? Merci Flaubert, vous avez tout dit. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, très intéressant ce parcours et puis votre vision. Ok, donc vous tapez à la porte de BFM TV, ça se fait donc, c'est possible. Alors en fait, c'est donc avec ce petit média d'abord que j'ai créé, donc de DLM News. D'abord, je fais des vidéos, des petites interviews dans le salon du Learning Technologies.
que je remercie d'ailleurs Vianney Thomas de m'avoir laissé cette porte d'entrée pour démarrer. Et puis effectivement, je tape à la porte de BFM Business pour dire, voilà, moi je vends ce contenu. C'est-à-dire que les entreprises, les startups payent pour être interviewées. Mmh. Je pense qu'on aurait tout à y gagner, que vous puissiez diffuser ce type de contenu ultra spécialisé. Les entreprises seraient ravies de voir que BFM Business partage aussi ces interviews. Et moi, forcément, je me fais un petit peu connaître. Voilà. C'était un cercle vertueux, une économie aussi vertueuse où tout le monde était gagnant. Donc ça a commencé par le web. Et donc j'étais parmi les premières, parmi les premiers partenaires, mais surtout sur cette verticale RH de BFM Business, puisque ça équivaut à ce que vous avez aujourd'hui avec Scribeo, Média France, Open Media. Voilà, aujourd'hui il y en a, c'est très cadré, il y en a plus beaucoup. Je ne peux pas conseiller malheureusement à tout le monde de taper à la porte de BFM Business parce que je pense qu'aujourd'hui ils ont déjà tous leurs partenaires et c'est rodé. Mais moi, j'étais à la bonne époque, au bon moment, où on avait encore la place pour m'écouter et me dire, voilà, qu'est-ce que tu fais ? Oui, ça peut être intéressant. Et j'ajoute que vous avez également une chronique. Alors oui, effectivement, jusqu'à juillet, j'ai une chronique toujours sur les RH dans Good Morning Business, donc dans la matinale à 7h30 du matin, tous les vendredis. Eh oui, mais c'est pour moi, cette émission le matin, c'est... le temple du business, et voilà, moi j'adore écouter tous les matins Good Morning Business parce que c'est ça qui guide la journée. En plus, on a beaucoup d'actualités éco, ça parle business, c'est peut-être un peu plus sympa que d'entendre tout ce qui se passe dans le monde de négatif aussi. Merci, je suis bien d'accord. Écoutez plus BFM Business. Ça fait beaucoup de bien et ça met en jambe pour passer une bonne journée business. J'ai envie de vous demander aussi, vous côtoyez des DRH. Oui. Quelle est votre vision du métier de DRH aujourd'hui ? Alors déjà, on n'est pas le même DRH d'une société de 50 personnes que de 5000 ou de 15 000. On n'est pas entouré de la même manière, on n'a pas les mêmes visions, les mêmes budgets. Je peux pas faire une généralité sur le RH d'aujourd'hui parce qu'il est justement différent en fonction de la taille de l'entreprise. C'est vrai que les RH que je reçois sont beaucoup de grandes sociétés, CAC 40 ou en tout cas multinationales ou de très très grandes entreprises, TPE, PME. J'ai envie de dire que le DRH est dans une époque un peu charnière et je pense que c'est un excellent moment d'être RH ou DRH aujourd'hui. Merci la crise sanitaire de nous avoir donner cette place qu'on méritait. Tant je m'inclus parce que là je parle comme si j'étais RH, mais effectivement parce que à la base on pensait que le DRH c'était là pour revirer les gens, pour embêter, pour dire non tu peux pas avoir une augmentation, et puis qui était là potiche, qui faisait que la partie administrative. Et là on s'est rendu compte qu'en fait non. C'était le RH, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? Eh bien, déjà, il est au bon endroit, c'est-à-dire mis en valeur. C'est ce que j'essaie de faire dans Tech RH, en tout cas. Et je pense que son rôle, c'est d'accepter cette transformation digitale pour essayer justement de ne plus avoir à s'occuper de toute la partie vraiment administrative, parce que je pense qu'un DRH n'a pas cette vocation de faire de l'administratif. Il fait pas ses études DRH pour se dire justement je vais bien m'embêter avec un dossier Excel aujourd'hui. Non. Et quand j'interviewe des DRH, comme par exemple la DRH de Mazars, j'adore parce qu'elles ont des visions très humanistes, très fortes. Et je pense qu'il y a ce côté un peu excitant de se dire peut-être que maintenant je vais y arriver parce qu'on nous met en lumière et qu'il y a ces outils qui viennent nous aider et que les gens comprennent qu'il faut y aller et on va se débarrasser de plus en plus de la partie compliquée. Et on va s'occuper de l'humain parce que maintenant c'est ça le nerf de la guerre. C'est plus le business et le côté vente et faire du bénéfice. Là on est l'humain au cœur de l'entreprise. On n'arrête pas de le dire. Et qui est le directeur de l'humain dans l'entreprise ? C'est le DRH. Donc je pense que c'est son moment. Je veux dire, c'est son heure de gloire. Et donc j'ai envie de dire le DRH il est en mesure de pouvoir enfin commencer sa vraie mission de vie. Eh bien, un message plein d'espoir. J'espère. Oui, j'espère, en tout cas, je suis très optimiste. Je sais qu'on peut l'être différemment, mais en tout cas, c'est ma vision. Non, je le partage totalement. Quand vous disiez que les DRH étaient vus comme des personnes qui licenciaient des gens, moi je l'ai vécu. D'ailleurs, ça fait partie de l'intro. Ma fille, d'ailleurs, c'est sa voix, un jour m'a dit « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ?» quand j'étais DRH, en partant le matin, je l'amenais à l'école. Ça m'a un peu secoué, mais après, je me suis rendu compte que je lui dis oui, mais avant de les licencier,
Je les recrute, je les fais évoluer, je les fais grandir. Et puis après un licenciement, on licencie un collaborateur, quelqu'un qui a un contrat de travail. On licencie pas une personne. La personne, elle reste une personne, elle vit sa vie. Mais le contrat de travail, si à un moment donné, il est plus rempli ou il n'est pas rempli comme il doit l'être, il y a un licenciement. Donc je partage totalement. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est comment vous avez vu ce monde des RH évoluer, vous qui le vivez de l'intérieur, qui l'observez aussi à travers les DRH que vous recevez. Comment vous l'avez vu évoluer là dans les 3 dernières années ? Alors moi j'ai plusieurs prismes, mais je dois avouer que je le vois surtout d'un point de vue start-up, parce que c'est les start-up qui me disent tiens j'ai tel et tel et tel client. Et là je me dis ça évolue dans telle entreprise. Ok, votre point d'entrée c'est pas la grosse structure en direct, c'est ce que les start-up font pour ces entreprises-là, ce qu'elles apportent exactement. À ces boîtes. Très intéressant. Ouais. Donc moi j'aime bien avoir ce champ de vision parce que ça en dit très très long et sur le DRH. Donc du coup je me renseigne quand je vois une petite start-up qui me dit je suis contente, on a eu je sais pas Bouygues. Donc du coup je me renseigne qui est la personne qui a choisi cette start-up et je me dis il y a une prise de conscience sur ce tel sujet. Tiens, un tel fait de la diversité et de l'inclusion. Tiens, un tel. Donc c'est comme ça que je fais mon benchmark sur l'évolution, c'est de ce prisme-là. Après, j'ai quand même, pendant ces 7 dernières années, j'ai quand même commencé ma société dans le conseil et l'accompagnement, comme je disais, de la transformation digitale RH, et j'ai eu des belles entreprises comme Vinci, Microsoft, etc. Et là, j'avais vraiment le côté RH, entreprise. Et j'ai envie de dire... il y a eu un moment, et je ne sais pas si c'est encore vraiment d'actualité, mais moi j'ai toujours dit au RH vigilance, parce que certains RH, il y a tellement de différences dans même la fonction RH entre le RRH, le recrutement, la formation, le DRH lui-même. Parfois c'est très politique, parfois on n'a pas la même vision parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs derrière. Soit ce sont des objectifs collectifs pour une vision de l'entreprise, soit ce sont des objectifs individuels pour l'évolution de la personne. Et donc, ils vont pas tous même marcher pas tous sur la même longueur d'onde, ce qui fait parfois des désaccords terribles et ce qui fait une transformation digitale qui peut normalement s'opérer tranquillement en 2-3 ans, elle se fait en 6 ans, 10 ans, où on voit que ça va être un chantier monumental parce que déjà, ils sont pas d'accord. Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ça ? J'ai l'impression, parce que je vois que les entreprises signent de plus en plus de contrats, donc ça veut dire que ça bouge. Ça, je suis contente. Maintenant, là où je disais vigilance, c'était à ne pas sauter sur la première start-up qui a l'air un peu sympathique et qui peut vous vendre un petit peu plein de choses et de la poudre et de la poudre de perlimpinpin, je sais pas comment dire. Mais parce qu'on se dit, waouh, moi je m'y connais rien, il y a une super start-up qui vient de me faire une super démo, j'achète. Oui, mais vous êtes 17 000. On va se calmer, on va peut-être réfléchir aux choses différemment. Je pense qu'il y a des DRH qui étaient hyper dans l'enthousiasme tech et je les comprends, ils ont tout de suite voulu acheter des choses nouvelles. Il y en a ceux qui étaient hyper réfractaires et qui ont ralenti les choses et donc j'ai envie de dire j'aimerais bien maintenant refaire un état de l'art et aller voir toutes ces entreprises pour voir où est-ce qu'elles en sont concrètement. De ce que les startups me disent, ça continue à être lent. Malgré les bonnes actions, ça continue à être un peu laborieux. Et ce qui manque, en fait, c'est peut-être cette brique d'audit interne, de faire attention au cahier des charges, de pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette technologie, qu'est-ce qu'on veut en faire, et quelle est la vision et donc les étapes intermédiaires, en fait. Donc, ça, je peux en parler des heures aussi, mais voilà, en tout cas, ce que je pense des RH aujourd'hui. Un peu de sens, quoi, c'est ça ? Oui. Okay. Oui, du sens et surtout se mettre tous d'accord autour de la table de pourquoi est-ce qu'on décide de transformer, pourquoi on décide de faire du e-learning. Pourquoi alors, et pour qui ? Et est-ce qu'on a envie de mettre un budget de 300 000 sur du e-learning que pour l'école blanc ou que pour le terrain ? Est-ce qu'on traduit ou pas ? Ça va servir à qui ? Est-ce que c'est pour qu'on s'applaudisse tous entre nous pour dire « Oh, on a fait une belle innovation, mais au final, personne ne sait lire et personne n'a un téléphone portable sur les chantiers. Donc on digitalise pour qui ? Pour nous faire plaisir, ou on digitalise vraiment pour les salariés à qui bénéficie. Enfin, vous voyez, donc je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir pour que les choses marchent vraiment. Il faut qu'il y ait une réflexion aussi en amont sur la vision et l'objectif. Oui, et ce que je vois aussi derrière, c'est si on le fait sans sens, dans l'exemple que vous avez pris,
on va même creuser le fossé et on va développer une frustration encore plus grande. Exactement. Donc, c'est l'effet boomerang. Donc, Exactement. attention au sens. Et en effet, pourquoi prendre le temps de trouver le sens et pas le faire non plus. Moi, j'ai fait un article sur le sujet, mais pas le faire non plus pour uniquement mettre un vernis en se disant on a coché une case, marque employeur, c'est bien, ça c'est rentre exactement dans le truc. ça. Et voilà. Ok. Comme ça, quelles sont selon vous les grandes tendances tech dans les RH aujourd'hui? Vous parliez là du e-learning, c'en est une. Oui. C'est quoi ces grandes tendances? Alors, déjà, je pense que l'intelligence artificielle va quand même prendre une place importante dans les années à venir. Surtout si on le mélange avec un peu de Web 3.0, un peu de métavers. Je pense qu'effectivement, il y aura un sujet. Je crois beaucoup à l'intelligence artificielle sur le traitement des données, notamment sur les CV. Quand une entreprise reçoit 10 000 CV par mois ou par semaine, c'est ingérable de le faire seul et je pense que ça peut beaucoup aider. Mais c'est pas vraiment une tendance, on le voit venir. Non, là où je trouve original, parce que j'aime bien ce qui est original, c'est justement, la semaine dernière, j'avais fait une chronique à ce sujet. Je l'ai vu au Salon du Learning Technologies, donc qui était absent pendant 2 ans suite à la crise sanitaire et qui aujourd'hui est revenu de plein fouet, avec des nouveaux exposants, notamment sur tout ce qui est lié au coaching, à l'accompagnement personnalisé. Et digital, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du coaching personnel, tête-à-tête. Non, on est sur du coaching digital. Alors, comment on peut coacher en digital pour aller vers plus de digital? Parfois, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop tiré par les cheveux? Mais en fait, non. Parce que ce qui est original là-dedans, c'est qu'on rentre vraiment dans une économie relationnelle. Ok. Et donc, l'économie relationnelle, c'est quoi? C'est justement quand l'intelligence artificielle prend toute la partie, on va dire, ennuyeuse, embêtante, toute cette data, c'est ce que font les petites mains et qu'on ne veut plus faire. Quand c'est l'IA qui s'occupe de ça, on a tendance à s'orienter avec plus d'humains, donc plus de coaching et de relations humaines. On le faisait au départ sur la masse, c'est-à-dire sur les 10 000 salariés, les 5 000, les 500. Mais aujourd'hui, l'économie relationnelle va surtout sur la singularité, c'est-à-dire que chaque salarié est unique. Et l'économie relationnelle, c'est comprendre l'individu, sa complexité, ce qui fait son authenticité, son unicité, ce qui le rend unique. Et de faire en sorte qu'en fait, on le comprenne sur tous les points, sur tous les niveaux, et qu'on lui permette d'évoluer à son niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas faire, par exemple, une formation pour tous les commerciaux d'une boîte. On va faire une formation pour Flaubert, parce que Flaubert, il est spécial. Il a déjà 2-3 ans d'expérience, mais en plus, il parle anglais et il a cette appétence. Et puis, on nous dit qu'il a tel soft skills, donc il faudrait qu'il ait une formation plutôt jaune 1, 2, 3. Par contre, votre collègue qui est aussi commercial, il n'aura pas la formation jaune 1, 2, 3, il aura une autre formation rouge 4, 5, 6 parce qu'il lui faut quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment personnalisé, vraiment rentrer dans la personnalisation avec la technologie et on rentre vraiment dans cette économie relationnelle où on est dans un cercle vertueux où on va vraiment coacher salarié par salarié et non pas par petits groupes de masse à l'intérieur. Ce que j'adore, c'est qu'on a commencé en échangeant sur cette peur de la tech de prendre la place de l'homme avec un grand H. Et là, on en arrive à ce que vous nous disiez, mais en fait, la tech, elle est aussi là pour individualiser la formation, faire du on-demand, du sur-mesure, complètement. Et vraiment adapter les choses. Et en effet, je pense qu'on a toutes et tous vécu dans notre vie au moins une formation où on était en se disant... Bon, ok, moi je picore sur une demi-journée, il y a une demi-heure qui était bien pour moi, mais le reste, ça ne me concernait pas vraiment. Exactement. Alors que là, on aura vraiment quelque chose de vraiment centré sur la personne. Ultra sur mesure, ultra ciblé, hyper pertinent, avec même une prédictivité sur la personne, comment elle peut évoluer une fois qu'elle aura telle formation, comment on s'imagine son comportement, son évolution dans quelques années. Et c'est là où moi je trouve que la tech est magnifique pour l'humain. Quand la tech vient nous dire comment on peut s'améliorer, comment on peut évoluer, mais en quoi est-ce qu'elle est dangereuse dans ce sens-là? Moi, je veux bien que je sais pas, si on me dit demain tu as un outil qui te permet de préparer tes questions en avance, avant chaque tu tapes le nom de 3 boîtes et puis l'intelligence artificielle te prépare les questions. Est-ce que je vais avoir peur pour mon métier? Non, je veux dire qu'elle me prépare les questions et moi qu'est-ce que je fais à ce moment-là?
eh bien, je creuse encore plus l'humain qui vient chercher, que je vais accueillir sur le plateau. Je vais monter d'un cran. Je vais me dire, comment je peux m'améliorer encore plus, comment je peux évoluer. Donc, en fait, c'est ça. Il faut l'intelligence artificielle, les outils, la tech, tout ça vient nous aider, je pense, à être la meilleure version de nous-mêmes parce que ça nous pousse à aller plus loin que la machine. J'adore. Ok, est-ce qu'il y a encore, je sais pas, une innovation ou quelque chose que vous avez vu là à travers les salons, les personnes que vous avez pu recevoir, qui vous a scotché, interpellé, vous vous êtes dit waouh, là, il y a un truc là. Alors si, il faut citer des personnes. Je peux citer Jérémy Lamry, par exemple, ou Férouz Guetich. Jérémy Lamry, je pourrais même pas le qualifier. Il a 10 emplois différents. C'est un homme brillant. Je vous laisse faire vos recherches si vous nous écoutez sur Jérémy Lamry. Mais Férouz Guetich, par exemple, qui est directrice de l'innovation chez Capgemini, qui est une femme extraordinaire, qui est très brillante, qui est pas forcément connue des médias, mais qui fait des choses incroyables. Alors, des personnes, je peux vous en citer des centaines si on se pose. Je pense que je vous fais une belle liste. Mais par contre, quelque chose qui m'a interpellée, encore une fois, je reviens sur la tech, désolée. Mais c'est très bien, c'est le but. Et ça, je vais faire une chronique sur le sujet dans les prochaines semaines, c'est justement le CV dans la blockchain. Ok. Parce qu'on le sait, vous avez été donc DRH, vous savez très bien que dans les CV qu'on reçoit, pas 100% des informations sont justifiées. Il y a à boire et à manger. Voilà. Comme on dit. Ouais. Donc il y a tout un tas d'intelligence artificielle, de services qui proposent aux recruteurs de pouvoir faire attention si le CV est crédible ou pas, s'il n'y a pas de mention de checker, etc. Mais dans la blockchain, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, peut-être oui, aujourd'hui ça commence, mais certaines écoles vont donner le diplôme en NFT. Ok. Donc, ça va créer ensuite des CV sous forme NFT dans la blockchain. Et donc, on va plus pouvoir mentir sur un CV. Parce que ça va être dans la blockchain. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez passer dans une entreprise, vous allez avoir votre jeton non fongible et ça va rester comme ça dans votre ADN digital. Et votre CV, vous ne pourrez plus jamais mentir puisque c'est l'entreprise qui va certifier combien de temps vous êtes resté dans l'entreprise, si vous y êtes vraiment resté, etc., etc. Donc, je pense que l'évolution du CV est intéressante sur le Web 3.0 de façon plus large. On va voir ensuite comment ça va évoluer dans le métavers et encore, je n'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus, même si j'entrevois plein de choses, mais ça va reprendre un autre podcast. Mais en tout cas, la notion de CV dans la blockchain est intéressante. Je voyais un truc là, moi, très longtemps, donc en étant DRH, on a vu passer les certificats de travail. Oui. Alors, au début, c'était obligatoire, après, ça a été moins, etc. Et donc là, ça serait faire du certificat de travail, le mettre dans la blockchain en certifiant que Jean-François, il a travaillé de telle date à telle date, il a fait ça. On pourrait même y mettre dedans des compétences. Ah mais oui, complètement. Voilà. Complètement. Et donc là, on a un truc qui est hyper solide, hyper factuel, hyper validé. Ouais. Et on n'est plus, en effet... alors, j'ai plus les chiffres sur combien de personnes sur 10 mentent. Alors, le mensonge, après, la frontière est ténue entre je mens ou j'en rajoute un peu. Mais bon, les chiffres donnent assez le tournis, en effet, sur ce sujet-là. Ok, sujet très intéressant, ce certificat de travail qui devient... qui passe dans la blockchain. Qui est dans la blockchain, donc qui ne peut pas être modifié, embelli, enjolivé. Non, là, on aura fait 3 mois de stage. Ce ne sera pas un CDD de 9 mois, quoi. Oui, exactement. Mais après, il y aura d'autres problèmes par rapport à ça. Où est la part de créativité ? Où est la part de... Voilà. Mais malgré tout, ça vient répondre à une problématique. Exactement, ça répond à une problématique. Et donc, il y a quelque chose à faire. Ok, juste avant de conclure, une dernière question. Est-ce que, pour vous, il y a encore une ou des thématiques RH qui sont à l'inverse, un peu à la traîne encore, au niveau tech, ou là... alors, vous venez d'en évoquer une, c'est vrai que le CV... Le CV, oui. Il y a beaucoup de choses de fait sur le CV, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques où vous dites, là, je sens qu'il y a encore des choses à faire Franchement Oui, il y a une thématique qui me tient à cœur. J'ose pas trop en parler, mais voilà. Vous êtes là, Flaubert. Okay. Allons-y. On y va. C'est détecter les hauts potentiels en entreprise. Ok. Parce que le haut potentiel, le vrai, je dis pas celui qui est hypersensible ou qui est juste neuroatypique, mais le vrai surdoué au potentiel, il va très rarement
savoir qui il est, d'une part, Mhm. faire des tests pour être sûr de savoir qui il est, et il va peut-être pas forcément le dire. Le problème, c'est que quand on met le haut potentiel dans une mauvaise place, déjà, on se prive d'avoir un bijou qui peut nous transformer la boîte alors qu'il est juste à la mauvaise place et que si ça se trouve, il déprime et il fait des burn-out pour rien. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, demain, je sais pas, je suis à la tête de 10 000 salariés. Ça veut dire que dans les 10 000 salariés, il y a 2,5% qui sont au potentiel. Je veux savoir qui c'est, mais comment je peux le savoir? Pour l'instant, il y a rien qui les détecte. Ok. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et j'ouvrirai même évidemment aux autres neuroatypiques pour pas être sectaire, mais je pense qu'il y a des choses à faire sur les neurosciences, sur les hauts potentiels, sur comprendre qui on a à l'intérieur et mettre les bonnes personnes à la bonne place. Voilà. Génial, bon entendeur, bonne entendeuse. Oui, si vous nous écoutez et que vous avez cette idée, n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Merci beaucoup. Merci Alexia. Flaubert. C'était vraiment très intéressant. Allez, mes 3 petites questions Allez. en guise de conclusion. La première, le conseil que vous donneriez à la toute jeune Alexia là, qui débuterait sa carrière professionnelle, ce serait quoi? De ne pas avoir peur des hauts et des bas de la vie, quand même on est au chômage et qu'on pense qu'on n'est pas à la bonne place, il ne faut pas s'inquiéter, voilà, que les choses peuvent remonter, vont remonter, et surtout de se faire confiance, parce que c'est important, et de suivre son intuition, parce qu'elle a une très bonne intuition, la petite Alexia. Bon, super, merci. Un livre que vous emmèneriez sur une île déserte? Alors, il y en a beaucoup trop qui me passent par la tête, mais peut-être pas sur une île déserte, mais un livre tout fin, tout petit, un tout petit livre de poche qui m'a transformée, bouleversée. C'est Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Et c'est tout bête, mais même si vous n'êtes pas spirituel du tout, vous le lisez, ça peut vraiment vous faire changer de paradigme et de vision sur la vie et sur comment appréhender les choses. Voilà. Les 7 lois spirituelles Du succès. Deepak Chopra. Super. En plus, ça a l'air tout fin, etc. Tout fin, tout facile à lire, ouais. Bon, génial. Dernière question, une personne que vous me recommanderiez de podcaster pour un prochain épisode, qui aurait des choses à raconter dans les RH? Férouz Guetich, je pense, vraiment. Directrice de l'innovation monde chez Capgemini, Okay. et qui est vraiment une femme brillante et qui a une vision atypique des choses et qui est vraiment visionnaire. Super. Voilà. Alexia, merci beaucoup pour tout ce que vous avez évoqué, partagé. Et puis, bon vent à vous. On va continuer de vous suivre dans vos aventures télévisuelles avec grand plaisir. Merci Alexia. Flaubert. Au revoir. Au revoir.